Dernier des rois silencieux, briseur des dieux stellaires, vainqueur des anciens, grand unificateur, maître du triarcat ultime, ce ne sont là qu'une poignée des titres gravés dans l'éternité pour honorer Sarek, souverain suprême de la race Nécron. Peu d'êtres dans la galaxie peuvent se targuer de posséder la puissance, la clairvoyance et la volonté de Sarek, le dernier des rois silencieux. Durant les heures funestes du biotransfert, c'est à lui que fut accordé le plus parfait des corps mécaniques, une forme à la sophistication inégalée qui transcende la chair, le sang et même l'esprit. Son architecture neurologique, d'une précision inouïe, le place au-delà de toute comparaison mortelle. Sa silhouette androïde, ciselée pour incarner la majesté impériale, conjugue grâce, force et autorité dans une harmonie glaciale. Aucune maladie, aucune folie ne peut ébranler sa volonté. Contrairement à ses pairs, Sarek ne connut ni les aléas du grand sommeil, ni les traumatismes de la réactivation. Il est demeuré lucide, maître de lui-même, implacable et éternel. Et pourtant Sarek souffre d'un mal bien plus insidieux. Depuis l'instant même où il comprit l'enfer dans lequel il avait précipité son peuple, le fardeau de sa culpabilité le ronge. Les millénaires se sont empilés comme des ruines oubliées, mais sa douleur demeure aussi vive, aussi atroce que lors du premier cycle stellaire. Son esprit synthétique incapable d'oublier a conservé chaque souvenir, chaque regret, chaque frisson d'effroi. Là où un être de chair se serait effondré sous un tel poids, sombrant dans la folie ou se détruisant pour fuir l'insupportable, Sarek a survécu, car il n'est plus vraiment vivant, et ses tourments ne l'ont pas brisé, ils l'ont refaçonné. De ce désespoir est née une résolution froide et monumentale. Le roi silencieux est devenu une volonté incarnée aussi implacable qu'une supernova, aussi irrésistible qu'un raz de marée cosmique. Il porte un dessein pour les siens et pour la galaxie entière, animé par une certitude mécanique et absolue. Rien ne l'arrêtera, nul n'échappera à son jugement. Son objectif est l'expiation suprême, la rédemption ultime de la race qu'il a condamnée. Et malheur à quiconque osera se dresser sur son chemin. La légende du roi silencieux est entourée d'ombre et de silence. Il fut le premier et demeure à bien des égards le dernier véritable souverain des Nécrons. Mais voilà 60 millions d'années que nul ne l'a aperçu. Pourtant, à mesure que les mondes nécropoles s'éveillent et que les tombes stellaires s'ouvrent, des rumeurs enflent sur son retour. Le silence de Sarek pourrait bientôt prendre fin. La civilisation Nécron depuis toujours repose sur une hiérarchie inflexible. Chaque dynastie est dirigée par un Phairon, secondé par une myriade de nobles, cryptèques et seigneurs subalternes. Ce modèle remonte à l'ère des Nécrontyres, lorsque les rois de chair livraient déjà des guerres sans fin pour la suprématie. Bien que certains Phairon soient liés entre eux par l'allégeance ou la conquête, la plupart règnent en maîtres absolus sur leur domaine, poursuivant leurs propres ambitions dans l'espoir de restaurer la gloire passée de leur lignée. Mais il fut un temps où cette myriade d'orgueil disparate n'obéissait qu'à une seule voix. Un âge où les Nécrons, innombrables et immortels, formaient une seule légion galactique sous le commandement de Sarek, le dernier roi silencieux. Un temps où l'ordre triomphait du chaos et où la volonté d'un seul suffisait à faire trembler les étoiles. À l'âge sombre des Nécrontyres, avant le biotransfert et les feux glacés de l'éternité, leur civilisation était gouvernée par un conseil suprême connu sous le nom de Triarcat. Cette assemblée dirigeante était composée de 3 Phairon, 2 souverains à la tête de grandes dynasties et le roi silencieux. Parmi les 3 trônes d'obsidienne, un seul se dressait évidemment plus haut que les autres, et c'était bien évidemment celui du roi silencieux.
Le roi silencieux, bien que détenteur du pouvoir ultime, ne s'exprimait jamais, d'où son titre. C'était là une tradition aussi ancienne que les étoiles. Ces décisions, infaillibles et définitives, étaient transmises au monde par les voix de ses deux pères Phaéron. Ce silence sacré, loin d'être un signe de faiblesse, conférait au roi une aura d'inaccessibilité quasi divine. Sa parole n'avait pas besoin d'être entendue. Elle était la loi, et quiconque osait désobéir à ses édits s'exposait à une condamnation sans appel, la mort. Le triarcat, bien qu'héréditaire dans son principe, était soumis aux caprices cruels de la mortalité. Car les nécrontyres, êtres de chair et de souffrance, étaient affligés d'une vie courte et douloureuse sous la lumière tueuse de leur étoile. Le titre de roi silencieux passait ainsi d'une dynastie à une autre à travers les générations, selon les aléas de la succession ou les tragédies de la guerre et de la maladie. C'est dans ce contexte que Sarek monta sur le trône. Dernier souverain élu au sein du triarcat, il était l'héritier d'une longue lignée de rois silencieux issus de sa propre dynastie. Il n'était alors qu'un maillon de plus dans la chaîne millénaire du pouvoir, sans que quiconque n'imagine qu'il en deviendrait le dernier. Bien avant le règne de Sarek, l'empire des Nécrontyres s'étendait tel un linceul d'obsidienne sur la galaxie. Leur science, leur volonté et leur ambition avaient conquis d'innombrables mondes, et les bannières de leur dynastie flottaient sur les plus anciennes étoiles. Mais la grandeur n'engendre pas toujours l'unité. À mesure que les lignées s'étendaient, que les empires locaux prospéraient, la cohésion du peuple nécrontyre se fissura. Les dynasties, devenues trop vastes et trop éloignées, commencèrent à s'ignorer, à rivaliser, puis à s'affronter. Le triarcat, jadis pilier de leur civilisation, perdit de son autorité. L'ombre d'une guerre fratricide s'étendit sur leur peuple, et bientôt elle éclata. Ce fut la première guerre de sécession, un conflit d'une brutalité inouïe entre dynasties jadis alliées. Face à ce chaos rampant, le triarcat, en quête désespérée d'un ennemi commun pour restaurer l'unité, tourna son regard vers une cible d'une puissance incommensurable, les Anciens. Les Anciens étaient une race mystérieuse, immortelle, maître des courants du warp et de technologies si avancées qu'elles semblaient magiques. Ils avaient refusé jadis de révéler aux Nécrontyres le secret de leur longévité, provoquant la jalousie et le ressentiment de ces derniers, condamnés à une existence brève et douloureuse sous leur étoile mortelle. Le triarcat décréta la guerre. Les dynasties rebelles promises à l'amnistie furent sommées de prendre les armes aux côtés de leurs anciens rivaux. Et ainsi commença les prémices du conflit cataclysmique connu sous le nom de guerre céleste. L'unité fut restaurée, brièvement. Les rois silencieux de cette époque virent leur autorité renforcée, mais leur empressement les aveugla. Ils avaient gravement sous-estimé leurs adversaires. Les Anciens se révélèrent supérieurs à tout égard. Leur savoir, leurs armes, leur maîtrise de l'espace et du temps dépassaient tout ce que les Nécrontyres pouvaient concevoir. Des dizaines de dynasties furent balayées dans l'ouragan de la guerre, des civilisations entières, des constellations devinrent des cimetières stellaires. C'est dans cette époque de désespoir, alors que l'Empire se fissurait à nouveau et que s'annonçait la deuxième guerre de sécession, qu'un nouveau roi silencieux fut élevé au trône, Sarek. L'héritage qu'il reçut n'était plus celui d'un empire glorieux, mais d'une civilisation au bord du gouffre. Déchiré entre les pertes irréparables de la guerre et la menace toujours plus grande des dissensions internes, Sarek chercha une solution, une réponse qui transcenderait la faiblesse de la chair, la brièveté de la vie et la division des dynasties.
Nul ne sait comment le contact fut établi. Peut-être furent-ils attirés par la souffrance des nécrontyres ou par leur rage. Toujours est-il que les Cthans, les dieux stellaires, descendirent des limbes intergalactiques et se présentèrent comme des sauveurs. L'un d'eux, le mystificateur, demanda audience auprès de Sarek. Il parla d'immortalité, de puissance, de revanche. Il promit aux nécrontyres la fin de leur souffrance, la victoire sur les anciens, la domination éternelle. Et tout cela sans contrepartie apparente, comme un gage de bonne volonté divine. Durant une année entière, le triarcat délibéra. Les nobles, les philosophes, les technocrates et les astrologues de la cour royale débattirent sans relâche. Une seule voix s'éleva contre ce pacte. Orican le devin, le plus grand astrologue du royaume, pressentait un abîme là où d'autres ne voyaient qu'un espoir. Mais ces avertissements tombèrent dans l'indifférence générale. Sarek, lui, hésitait. Il savait ce que l'Alliance pourrait offrir. Non seulement la fin de la malédiction des nécrontyres, mais l'unification définitive de son peuple. Un peuple libéré de la douleur, uni par une immortalité partagée. L'idée était séduisante. Elle l'obsédait. Il ignorait encore que cette décision ne sauverait pas son espèce. Elle la condamnerait. Le triarcat fut unanime. Les bienfaits dépassaient les risques. Mais la voix qui scella le destin de toute une civilisation fut celle du roi silencieux. Sarek accepta l'offre des Cthans et les nécrontyres cessèrent d'être. Le Cthans tint sa promesse. Il révéla le secret de l'immortalité aux nécrontyres et ainsi commença le terrible processus connu sous le nom de biotransfert. Des milliers de biofourneaux colossaux s'embrasèrent à travers les mondes de l'Empire, consumant nuit et jour la chair de tout un peuple. L'ordre de Sarek avait force de loi, nul n'échappa à cette métamorphose, ni les rois, ni les guerriers, ni les roturiers. Beaucoup y allèrent avec ferveur, aveuglés par la promesse de l'éternité. D'autres furent traînés dans les chambres de transfert, hurlant de peur ou de haine, réduits au silence par le chant métallique des bras mécaniques. Leur chair fut dissoute, leur sang vaporisé. Les nécrontyres moururent et à leur place s'élevèrent les nécrons. Sarek, quant à lui, reçut un corps à la hauteur de son statut, plus grand, plus fort, plus parfait que tous les autres. Ses pensées, désormais traitées par une architecture neuronale faite de cristal et de lumière, étaient d'une clarté absolue. Son esprit, débarrassé des limitations de la biologie, pouvait calculer, analyser, décider avec la froide logique d'un dieu-machine. Et pourtant, un vide s'y était ouvert. Quelque chose lui manquait, une chaleur, une lumière, une part de lui-même irrémédiablement perdue. Ce fut alors que Sarek les vit. Les Cthans, attirés par les biofourneaux incandescents, s'assemblèrent tels des vautours cosmiques. Ils se nourrirent goulûment de l'énergie vitale libérée par le biotransfert, dévorant les âmes comme autant de mets exquis. Et Sarek comprit. Il comprit l'ampleur de la trahison. Il comprit qu'il avait livré son propre peuple non à la délivrance, mais à l'annihilation spirituelle. Les nécrons avaient obtenu l'éternité, mais au prix de leur essence. Ils étaient devenus des coques vides, privés de rêves, de passion, de mémoire. Ils étaient immortels, oui, mais aussi damnés, et tout cela était la faute de Sarek. Pourtant, le biotransfert fit de Sarek un seigneur plus puissant que jamais. Intégrés à sa conscience, les protocoles de commandement donnaient au roi silencieux un contrôle absolu sur l'ensemble des nécrons. Il pouvait d'un mot, d'une pensée, contraindre des légions entières à se plier à sa volonté. D'abord, il crut que cette unité forcée serait une bénédiction. Mais très vite, il comprit qu'il était devenu le tyran d'un empire d'âmes mortes. Il choisit alors un autre chemin, celui de la vengeance. Sarek attendit son heure, alors que les Cthans, dans leur arrogance, continuaient à offrir leur puissance aux nécrons pour mener la guerre contre les anciens.
Grâce à leur aide, les forteresses de ces derniers tombèrent une à une. Les étoiles devinrent des armes, le temps une matière malléable. L'univers hurla sous le poids du conflit. Et enfin, les anciens furent brisés. Et c'est à ce moment précis que Sarek frappa. Les Cthânes, affaiblis par leur effort, furent pris de court. Sarek, maître des plus hautes technologies des dynasties, canalisa l'énergie de l'univers dans des armes si puissantes qu'elles pouvaient déchirer la trame même de la réalité. Les Nécrons se retournèrent contre leurs dieux et les brisèrent. Des millions périrent dans cette entreprise, y compris les autres membres du Triarcat. Mais les Cthânes furent mis en pièces, littéralement réduits en myriades d'éclats vivants, des fragments de conscience enfermés dans des prisons cristallines. La guerre céleste était terminée, mais il n'y avait aucune victoire à célébrer. Sarek savait que le temps des Nécrons était venu, et qu'il était aussi passé, car les anciens n'étaient pas seuls. Leur création, dont les Aeldari, jeunes et redoutables, survécurent. Affaiblis par leur lutte contre les Cthânes, les Nécrons ne pouvaient les affronter. Pourtant Sarek avait une solution, le grand sommeil. Le roi silencieux ordonna la construction de vastes nécropoles souterraines sur tous les mondes de chaque dynastie, de gigantesques cryptes de stase dans lesquelles son peuple se retirerait pour des millénaires. Quand les civilisations ennemies seraient tombées, quand le temps aurait fait son œuvre, alors les Nécrons s'éveilleraient, plus forts, plus unis, plus terribles. Son dernier acte avant de se retirer fut de désactiver les protocoles de commandement. Il libéra les Nécrons de son emprise directe. Ils obéirent cependant une dernière fois à son ordre, celui de dormir. Mais à leur réveil, ils seraient maîtres de leur destin. Quant à Sarek, rongé par une culpabilité intacte, il partit en exil. Les prétoriens du Triarcat, les seuls à conserver leur loyauté envers lui, furent chargés d'une mission sacrée, défendre les mondes nécropoles, surveiller le réveil de leurs frères, et garantir la pérennité de l'œuvre à venir. Car même sans les chaînes des protocoles, le roi silencieux restait leur souverain. Sarek embarqua à bord du Song of Oblivion, un vaisseau colossal aussi noir que le vide et aussi silencieux que la mort. À son bord, les élites de la dynastie Sarekane plongèrent elles aussi dans le sommeil, car même en exil, un roi ne voyage jamais seul. Et tandis que le Song of Oblivion disparaissait dans les ténèbres intergalactiques, Sarek nourrissait une ultime espérance, que le futur voie ses erreurs corrigées, que son peuple reconquiert la galaxie, et qu'un jour peut-être un moyen soit trouvé pour inverser le biotransfert et restituer aux Nécrons ce qui leur avait été ôté. Le Song of Oblivion, sépulcre stellaire de la dynastie Sarekane, glissait silencieusement dans le vide intergalactique, porté par des vents gravitationnels inconnus. En son cœur dormaient des légions de Nécrons, figés dans des cryptes de stase noires comme la nuit. Mais Sarek, lui, ne dormait jamais vraiment. À intervalles réguliers, il s'éveillait, sondait les astres froids, analysait des radiations d'univers lointains, traquait des fragments de vérité dans l'entrelacs du néant. Il cherchait quelque chose, mais nul ne sait quoi. Car si Sarek a laissé derrière lui un empire endormi, il n'a rien révélé de sa quête. Parmi les dynasties éveillées, les spéculations abondent. Le seigneur Imhotep, hautain stratège de la dynastie Sotek, raille l'exil du roi silencieux, le qualifiant de fuite d'un tyran déchu. Zarathustra, l'ineffable, techmancien de génie et héros du nihilisme logique, affirme que Sarek s'est enfui non pour expier, mais pour fuir le regard de ceux qui l'avaient trahi. Mais d'autres voix plus rares portent un son différent.
Le Pharaon Asmotep, seigneur millénaire de la dynastie Sarekane, parle encore du roi silencieux avec une vénération sacrée. Il affirme que Sarek œuvre à une tâche immense et incompréhensible, une entreprise dont l'objectif dépasse les limites de la compréhension Nécron. Même la cour royale de Nihilak, connue pour sa prudence et sa rigueur, reconnaît la possibilité que le roi silencieux cherche une voie de rédemption, peut-être même un moyen d'inverser le biotransfert. Certains pensent qu'il a tenté d'explorer d'autres galaxies, espérant y découvrir une technologie ou une sagesse capable d'inverser le sort de son peuple. D'autres affirment qu'il a atteint des régions de l'espace si lointaines que même les lois connues de la réalité n'y ont plus cours. Des royaumes d'ombre où l'esprit et la matière fusionnent, où les dieux sont nés et oubliés, où les Cthans eux-mêmes n'oseraient poser le pied. Mais la vérité, comme tant d'aspects du roi silencieux, demeure voilée. Plus troublant encore, personne ne semble capable de s'en souvenir. Les archives les plus anciennes sont muettes. Les intelligences mémorielles les plus vastes, même celles d'Orican le Devin, jadis astrologue personnel de Sarek, présentent d'étranges lacunes. Lorsque l'on cherche à retracer l'histoire précise du roi silencieux, des pans entiers de données s'évanouissent. Quelle est la dynastie originelle de Sarek? Quels furent ses actes exacts avant le biotransfert? À quelle date revint-il dans la galaxie? Nul ne peut le dire. Même ceux qui ont été ses plus proches conseillers semblent s'en apercevoir, éviter ces questions. Leurs pensées glissent sur ces mystères comme l'eau sur une surface d'adamantium. Les éons s'écoulent comme des poussières dans l'obscurité, et le roi silencieux poursuit son exil, veillant depuis le vide intergalactique. Mais ce silence fut rompu lorsqu'il croisa le sillage d'une force ancienne et plus affamée que la mort elle-même, les Tyrannides. Les Tyrannides étaient différents de tout ce que Sarek avait connu. Pas des créatures vivantes au sens classique du terme, mais une marée de volontés étrangères, une intelligence collective dépourvue d'âme, de passé ou de but autre que la consommation totale. Là où les Cthans se repaissaient des énergies stellaires, les Tyrannides dévoraient la biomasse, tout ce que Sarek avait jadis espéré restituer à son peuple. Car dans ses rêves les plus secrets, le roi silencieux n'avait pas renoncé à l'idée d'un jour rendre la chair à son peuple métallique. Mais si les Tyrannides dévoraient la galaxie, cette rédemption deviendrait impossible. Le destin de Sarek se scella alors en un instant. Il n'œuvrerait pas à sauver les autres races par compassion, mais il les protégerait aussi froidement qu'on protège une réserve de ressources afin de préserver la diversité biologique qu'exigeait la résurrection de son espèce. Ce serait là son dernier fardeau, son ultime devoir de roi. C'est ainsi que Sarek revint dans la galaxie. Lorsque la Cicatrix Maledictum déchira la galaxie en 999 M41, le Warp se répandit comme une plaie ouverte, libérant les légions du chaos et démoniaques. Là où les vivants sombraient dans la panique, Sarek vit une opportunité. Dans le secteur Néphilim, il lança la création du Nexus du Paria, un vaste réseau de pylônes en octilite, similaire à ceux sur Cadia, alimentés par l'étoile de Xendu, capable de cloisonner la réalité, bloquant le Warp et coupant les Psykers de l'Immaterium. Ce fut aussi l'occasion pour Sarek de rallier à lui l'Illuminor Seras, artisan du biotransfert. Au sein du Nexus, toute vie était engourdie, privée de toute émotion ou volonté. Cette stase psychique transformait les habitants en coquilles vides, idéale pour les expérimentations sur l'inversion du biotransfert. Aux yeux de Sarek, c'était un sacrifice nécessaire. L'humanité et les autres espèces de chair n'étaient pas des ennemis, mais des ressources à préserver pour l'avenir des Nécrons. Mais alors que le Nexus s'étend,
l'Imperium s'en alarme. Car si le Warp est la clé de son empire, Sarek cherche à le verrouiller à jamais. Et plus ses plans avancent, plus le roi silencieux devient une menace aux proportions insondables. Et dans ce futur, un cauchemar ancien marchera à nouveau parmi les étoiles. Pas pour détruire, mais pour reconquérir son juste héritage, en silence.